J'étais trop contente en fait parce que c'était ce qui correspondait un peu au schéma que j'avais au départ, que j'avais dessiné. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais c'est trop beau, je suis trop contente. Et mon mari, il me dit, il voit les cabanes parce qu'il s'y connaît un peu, il est dans le bâtiment et tout ça. C'est pas droit. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là où je te dis, trop enthousiaste des fois, en fait, ça t'apporte pas que des bonnes choses. Mais après, j'essaye, oui, il y a des hauts et des bas, mais je me suis jamais dit, non, c'est un mauvais choix. Et moi, je vis beaucoup. Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir avec nous Sarik, qui est la fondatrice d'une entreprise hyper innovante, que ce soit aussi bien au niveau de Madagascar qu'au niveau de l'Afrique. Et en fait, c'est Pilalo, qui est une ludothèque, qui est en fait une structure récréative qui est principalement dédiée aux jeux de société. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter dans ton podcast, c'est un plaisir. Alors, je pense, comme beaucoup de projets innovants et qui se font pour la première fois, surtout par exemple dans un pays ou même du coup à l'échelle du continent, j'imagine que l'idée vient de quelque part. C'est quoi la genèse et la réflexion que tu as eue en amont avant de lancer Pilalo ? Alors déjà, je vais te dire que moi, j'ai travaillé dans une banque pendant 16 ans, donc rien à voir. Donc essaie de trouver le lien, tu ne le trouveras pas. Justement, j'ai essayé de chercher un peu, mais je me suis dit, non, il faut que je lui demande directement. Et en fait, donc moi, j'ai travaillé 16 ans dans une banque en France. Et au bout d'un certain moment, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et j'ai travaillé 16 ans dans cette boîte, donc j'étais super contente parce que j'y suis restée quand même très longtemps. Mais à un moment donné, on se pose des questions. C'est peut-être aussi la crise de la quarantaine, hein, on ne sait pas, tout ça. Et moi, j'admire tous ceux qui vivent un peu de leur talent ou de leur passion. Sauf que moi, je me suis posé la question de savoir quel était mon vrai talent. Et je ne sais pas cuisiner au point d'ouvrir mon restaurant, par exemple, ou dessiner au point d'être dessinatrice de bande dessinée, non, je ne sais pas. Et je pensais que j'avais aucun talent, mais maintenant, je sais que j'en ai un. Et du coup, l'idée d'ouvrir Pilalo, c'est que je me suis posé la question de ce que j'aime faire dans la vie, au quotidien. En fait, c'est jouer, voilà. Et c'est parti de là, en fait. J'aime bien jouer avec mes enfants, j'aime bien jouer avec mes amis, j'aime bien jouer avec mon mari. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose autour du jeu. Et la réflexion est partie de là. D'accord. Mais à ce moment-là, t'es en France, comment ça se passe ? Tu en discutes avec ton mari, tu lui dis, écoute, je pense quitter la boîte dans laquelle j'ai évolué pendant 16 années pour me lancer dans l'entrepreneuriat. À l'époque, tu savais déjà que tu voulais revenir à Mada ou est-ce que tu avais pensé en fait le lancer en France En fait, comme beaucoup, je pense, quand on est à l'extérieur, moi je suis née ici, j'ai grandi ici, et je suis partie en fait en France pour aller travailler, pour aller étudier. Quand on est à l'extérieur, on a toujours, peut-être pas toujours, mais nous en tout cas, on avait cette envie de revenir dans notre pays. On savait qu'on allait revenir, mais on savait pas trop quand, comment ça allait se faire. Et ce qui fait que ce projet-là en tête, en fait, il correspondait un peu aussi à ce retour qu'on allait faire ici. Là, ça se passe comment ? Tu crées un business plan ou je sais pas, ou peut-être un autre document du coup que tu peaufines de ton côté, ou est-ce que tu t'es lancé, on va dire, vraiment en freestyle ? Alors déjà, il y a eu cette idée en tête. Et ensuite, en 2015, on est revenu ici pour une année sabbatique en fait. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai beaucoup écrit. Voilà, c'était une idée en tête qu'après j'ai appliquée sur le papier. Hein. J'avais des schémas, j'adore faire des petits schémas, des petites esquisses, même si je sais pas dessiner. Et ça a commencé comme ça. Et par rapport aux besoins aussi ici local, à ce moment-là déjà, on avait vu qu'il y avait pas grand-chose en fait pour les enfants quand on voulait sortir avec les enfants. Et là, je me suis dit oui, il faut faire quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à écrire. Et puis petit à petit, effectivement, j'ai monté un business plan toute seule, hein, à moi, peut-être selon mes normes à moi. Mais il m'est arrivé des fois, dans mon travail à la banque, des fois, il m'est arrivé quand j'avais des pauses ou des choses comme ça, de continuer à écrire tout ce qui me passait par la tête. Et quand t'as lancé Pilalo, c'est toute la famille du coup qui t'a suivi dans cette aventure, et donc
ton mari a donc aussi quitté la profession qu'il occupait en France pour aussi venir t'accompagner à Mada, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Après, on n'est pas... Pilalove est une des raisons pour lesquelles on est revenu. C'est aussi une raison familiale pour laquelle on est revenu. Voilà. Mais en tout cas, Pilalove, effectivement, ça a été l'opportunité, du coup, de monter ça ici. Franchement, c'est très courageux et franchement, bravo hein, d'avoir tenté l'aventure. Et je pense que bon, aujourd'hui, l'histoire t'aura donné raison, j'ai envie de dire, parce que Pilalove, aujourd'hui, c'est que c'est quand même la structure, genre Décompense, par exemple, Ludotech ou Jeux de société, en tout cas, pour moi, c'est clairement la première entreprise qui me vient en tête. Moi, je voulais savoir avec toi, quand t'as lancé ton projet, quand t'as lancé Pilalove, que voilà, t'as préparé l'ouverture, t'as aménagé l'espace comme il se devait. Ça s'est passé comment les premiers jours? Les premiers jours, quand j'ai trouvé le local, tu veux dire Non, une fois que t'as lancé et que t'as dit ok, on est ouvert à partir d'aujourd'hui, ça s'est passé comment là, cette période-là au départ? Le départ, tu te dis, est-ce que j'ai fait la bonne communication? Est-ce que j'aurai une personne qui va venir jouer? Voilà, hâte en fait qu'une personne puisse passer le seuil de cet escalier en colimaçon. Que tu as vu. Et c'est pas un stress, c'est plutôt une impatience en fait. Et ça va, c'est du coup, il y avait quand même des gens du coup qui sont venus ce premier jour-là, qui t'avais réussi grâce à la communication, et puis j'imagine peut-être des proches aussi qui peuvent passer pour découvrir. Ça t'a encouragé, j'ai envie de dire, ce premier jour en tout cas, t'a encouragé dans la décision que t'as prise? En fait, c'était une matinée d'inauguration, donc j'avais envoyé des invitations. Et effectivement, c'était super encourageant parce que les gens, ils étaient contents de trouver un endroit comme ça. Et j'avais eu que des retours positifs. Et ce qui fait que c'est pour ça que c'était encourageant, parce qu'effectivement, si j'aurais juste ouvert comme ça sans inauguration et que d'attendre une personne dans la journée, ça aurait été peut-être un peu plus flippant. Avec l'inauguration, en fait, c'était plutôt une bonne ambiance. Ok, super. Et de fil en aiguille, est-ce que ton offre a évolué? Parce que je sais que maintenant, du coup, tu proposes des services de team building toujours autour des jeux de société. Est-ce que ça, c'est un truc à la base que tu proposais déjà dès le lancement de Pilalove, ou est-ce que c'est de fil en aiguille, t'en arrivais à te dire, pourquoi pas proposer des services aux entreprises, ou est-ce que quelqu'un t'a justement dans une entreprise peut-être demandé si tu pouvais proposer ce genre de prestations? Non, Pilalove, c'est beaucoup d'ajustements. C'est beaucoup de, voilà. T'as une idée, et après, petit à petit, voilà. Et à la base, c'était vraiment un endroit pour les enfants, même pour la famille, pour les adultes, pour qu'ils viennent jouer. C'était un endroit fixe. Et petit à petit, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des demandes aussi, et quand j'ai vu qu'il y avait des équipes qui venaient jouer, des équipes d'entreprise qui venaient jouer chez Pilalove, je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi on peut faire jouer tout le monde finalement? Alors pourquoi ne pas en faire profiter les entreprises en leur proposant ce type d'activité? Ça, je trouve, c'est encore une fois aussi hyper intéressant, parce que vraiment, j'imagine qu'il y a peu de DRH qui se sont dit un jour, mais bon, je dis pas que tu l'utilises pour tes prestations pour les boîtes, mais ils se sont dit, on sort ton Monopoly et on va faire un team building et renforcer la cohésion d'équipe autour, tu vois. Comment est-ce que toi, justement, t'as donc créé cette nouvelle offre? Parce que bon, des jeux de société, il en existe des masses. Comment tu as fait pour déjà choisir les bons jeux de société? Parce que je crois que tu as deux offres dans ton team building. Je crois qu'il y a un côté un peu plus pour les équipes opérationnelles et l'autre pour côté équipe stratégique. C'est bien ça. Comment est-ce que tu as justement choisi ces jeux-là, déjà dans un premier temps, et comment ensuite après derrière ça ressemblerait à quoi typiquement un peu une journée, j'ai envie de dire, de team building autour des jeux de société? Alors déjà, tous les jeux qui sont chez Pilalove, il y en a à peu près 300 jeux joués. Ils ont tous été sélectionnés. C'est pas une commande de masse où j'ai dit hop, allez, hop, on va prendre tous ces jeux et puis on va mettre tout ça dans cet endroit-là, on va les ranger, tac tac. Non, un par un, ils ont été tous sélectionnés. Et donc par rapport à ça, les team building, c'est pareil. Effectivement, il y a des offres, une offre qui s'appelle détente. En fait, et une offre qui est un peu plus stratégique où on va gérer des ressources, on va communiquer sur la cohésion, des choses comme ça d'équipe. Et par rapport à ces sélections de jeux, en fait, je l'ai vu par rapport aux joueurs qui viennent à Pilalove et aux adultes, aux soirées jeux de société adultes et qui viennent par rapport aux jeux d'ambiance et tout ça.
Et c'est comme ça que j'ai sélectionné en fait au départ pour les entreprises. Je me suis dit tiens, ces jeux-là, ça pourrait être pas mal d'en faire profiter en fait des équipes d'entreprise. Il y a pas de raison. Juste, je te rassure, je fais pas jouer au Monopoly. Okay. Et voilà. Et c'est pareil pour le deuxième pack en fait, qui consiste un peu effectivement à jouer en équipe, mais avec un peu plus, en y mettant un peu plus de stratégie, un peu plus de gestion d'équipe, de ressources, des choses comme ça, de recrutement. Des fois, on recrute en fait des équipes, une armée dans les jeux. Voilà. Donc après ça, c'est vraiment les gros jeux de stratégie pour ce deuxième pack, où on retrouve un peu toutes ces aptitudes-là qui pourraient être intéressantes pour les équipes. Et une journée type de team building avec l'un de ces deux packs, ça ressemblera à quoi? Parce que j'imagine que tu vois, les gens ils arrivent, bon, déjà c'est pas, en tout cas jusqu'à présent, je pense que c'est pas encore toutes les familles, tu vois, à Madagascar qui ont des jeux de société chez eux. Donc du coup, il y a encore les jeux de société qu'ils connaissent peut-être, c'est genre Monopoly, Billboard, Uno, tu vois. Oui. Toi, tu proposes des jeux de société, j'imagine, qui sont assez différents de ces trois-là. Ça se passe comment? Est-ce que tu leur envoies, par exemple, je dis n'importe quoi, genre une vidéo explicative en amont déjà peut-être de la séance, ou est-ce que c'est le jour même, du coup, tu les formes, puis après vous faites un essai, ou ça se passe comment, ça séquencé comment, en fait, un peu Alors déjà, ça dure 2 heures de temps, ma partie à moi. Okay. Parce qu'on peut pas faire jouer pendant une demi-journée entière à des jeux de société. Une journée, c'est pas possible, parce que 2 heures, c'est vraiment le temps de concentration en fait qu'il faut, et après le temps de la concentration, elle baisse forcément à un moment donné. Donc déjà il y a ça, donc c'est sur 2 heures de temps. Donc je sélectionne en amont, effectivement. J'envoie pas les règles du jeu avant, parce que justement je veux créer aussi cette surprise et cette découverte. C'est vachement intéressant. Ni même la hiérarchie, personne ne sait quel jeu en fait je vais emmener. Okay. Parce qu'on m'a déjà posé souvent la question, on m'a déjà demandé comment ça va se passer exactement. On a besoin exactement d'avoir un cheminement, d'avoir un process. Quel jeu tu vas emmener? Ben moi je leur dis non, j'emmène pas je vais pas vous dire ce que j'ai emmené comme jeu. Et en général en fait ça se passe comme ça pendant les 2 heures. Il y a une inclusion au départ pour mettre à l'aise un peu tout le monde. Voilà. Et ensuite, j'explique un peu pourquoi je suis là et qu'on va jouer ensemble. Et je commence les jeux tout de suite. Et en fait, il n'y a pas vraiment de grosses explications. Les choses se font naturellement. Tu vois, une fois qu'ils ont compris, ils sont dans le jeu tout de suite et en équipe et ça fonctionne, quoi. Et comment étant donné que c'est quand même une offre nouvelle sur le marché, comment est-ce que toi tu en sors aux entreprises? Est-ce que tu as une stratégie particulière, par exemple, dans ta démarche, ou je sais pas si tu as vraiment une stratégie de vente particulière, tu vois, quand tu veux vendre ce service-là, ça se passe comment? Ben, en fait, ça me fait rappeler une question, on m'a posé la même question quand je suis intervenue à l'ISCAM pour parler à des étudiants, et on m'a demandé mais quelle est votre stratégie en fait, pourquoi vous faites pas appel à des influenceurs ou des choses comme ça? Et peut-être que ma stratégie, c'est ne pas d'en avoir. Okay. C'est en fait tout simplement, c'est la seule communication que je fais, c'est celle que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est aussi LinkedIn, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est surtout ça, c'est surtout du bouche à oreille. J'ai pas de stratégie particulière. J'ai fait des études de banque, finance, de marketing, et je me rends compte qu'en fait, au final, t'appliques pas forcément la théorie qu'on a partagée. Ouais. Ok. C'est ça. Et pour l'instant, ça fonctionne, donc je vais continuer comme ça. Alors effectivement, si jamais un jour je prends un stagiaire en marketing et qui va me dire mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est n'importe quoi. Peut-être que voilà. Mais pour l'instant, je trouve que ça fonctionne plutôt bien comme ça, et je continue en fait comme ça. Puis Pilalo, tu souhaiterais l'emmener jusqu'à où? C'est quoi un peu, je veux dire, par exemple, dans 5 ans, t'aimerais que Pilalo, ça soit comment? Dans 5 ans, j'aimerais qu'il y ait un vrai réseau, de ludothèques, en fait, à Madagascar. C'était l'objectif depuis le départ. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'en France, enfin dans d'autres pays, les ludothèques, elles sont gérées par les pouvoirs publics. En tout cas, elles sont subventionnées par les pouvoirs publics, et c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et donc, au départ, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, gros souci à Madagascar, comment je vais faire? Et parce qu'il y a pas ce genre de budget, ils sont déjà assez occupés pour autre chose. Et il a fallu que je trouve un moyen, moi, en fait, de créer ma ludothèque, donc du coup qui est privée, parce que je fais payer les gens en fait qui viennent jouer chez Pilalo. Et je me souviens plus de ta question, je me suis un peu égarée. C'est dans 5 ans en fait, en gros. Voilà, dans 5 ans. Ouais, donc c'est ça, c'est créer un vrai réseau de ludothèques. Ça, c'était mon objectif au départ.
Mais maintenant que je vois que côté pouvoir public, ça va être compliqué parce que j'aurais quand même besoin de leur aide pour pouvoir diffuser un peu ces ludothèques un peu partout. Toute seule, en privé, ça va être compliqué à moins de faire autrement. Enfin, il faut que je vois. Mais c'est vraiment ça, l'idée, c'est de faire jouer le maximum de personnes. Pour l'instant, je suis à Tana, ça fait 1 an et demi. Je trouve que ça démarre pas mal. Et mon but, c'est vraiment d'en créer peut-être un deuxième à Tana. Puis après, d'en faire un dans une autre province. Et ainsi de suite. Okay. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Ok. Oui, clairement, c'est vrai que ça demande forcément des investissements pour du fonds de roulement, tout ça, pour faire tourner une deuxième structure. Et comme on disait un peu tout à l'heure en off, avant de commencer, tu peux pas tu peux pas faire de multiclonage, tu peux pas être à Ivenge et sur un deuxième spot. Du coup, forcément, tu vas peut-être devoir recruter quelqu'un si jamais tu commences à faire grandir le business. Donc c'est vrai que c'est tout un schéma là, enfin un truc à mettre en place. Et justement, on parlait de pouvoir public. Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'était dans un post en fait sur LinkedIn. Au mois d'avril, tu disais que le jeu est dans le programme officiel de l'éducation nationale de nombreux pays. Je pense que c'est intéressant. Honnêtement, je ne le savais pas déjà. Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques exemples peut-être de pays justement qui utilisent les jeux dans leur système d'éducation nationale? Oui, bien sûr, la France. Par exemple, en fait, dans le programme officiel des maternelles, il y a le jeu. C'est vraiment inclus dans le programme qu'en fait, il faut faire jouer les enfants. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère. Les enfants, quand ils jouent, c'est naturel, ils font pas d'efforts. Alors, ils font pas d'efforts dans le sens où quand ils vont essayer d'assembler des choses, quand je te parle de Lego ou des choses comme ça, ils vont le faire naturellement. Ils vont essayer même de se surpasser. Donc, il y a que le jeu où les enfants sont contents. Je dis pas qu'ils sont pas contents de travailler, mais je dis que le jeu, c'est quand même un moyen efficace, en fait, de travailler sur des apprentissages naturels. L'enfant fait pas d'efforts. Et pourtant, il y a tout ce qui est imagination, créativité, il y a le jeu ensemble, il y a respecter les règles du jeu. Enfin, il y a tellement de choses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait d'abord, et ensuite, est-ce que tu penses que c'est possible d'intégrer ça dans notre système d'éducation aussi à Madagascar? Ah oui, ne pèse pas tes mots. Oui, qui doit. Pas qui devrait. Je pense que c'est juste une autre façon d'amener en fait les apprentissages. Et en plus, les enfants ici, ils connaissent pas énormément de jeux, pour ne pas dire ils n'en connaissent pas. Tu sais, je fais jouer aussi les enfants bénévolement dans un orphelinat par exemple, et tu emmènes le puzzle, qui pour nous est peut-être un jeu simple et pas très compliqué, mais je t'assure que quand ils voient le puzzle arriver, ils sont éblouis par ce jeu-là. Donc il faut des choses simples, mais il faut le faire en fait. Et bien sûr, je suis convaincue de ça. Ne me lance pas sur le sujet. Ah mais si, mais je compte bien te lancer sur le sujet justement. Je pense que on est aussi là pour, partager ta vision des choses. Et ça, je pense que c'est un truc qui est super, c'est que justement, je peux pas imaginer ça fait quoi un enfant, parce que moi j'ai eu la chance par exemple de pouvoir jouer des jeux de mon plus jeune âge, mais c'est vrai qu'un enfant, qui plus est, voilà, et c'était dans un orphelinat. Dans un orphelinat, oui. Qui plus est en plus et orphelin, qui connaît rien aux jeux de société. C'est vrai que tu parlais du puzzle. Pour moi, c'est genre la base de la base. Genre, comme tu dis, je me bouillis plus forcément devant un puzzle. Sauf bon, là, c'est à 5000 pièces. Bon, là, c'est sûr que je vais te dire, ah ouais, tu vois. Mais est-ce que toi, tu penses, et est-ce que je sais pas s'il y a des études peut-être justement qui démontrent qu'un enfant qui a accès à des jeux, tout simplement, est plus épanoui dans sa croissance? Oui, parce que sur le coup, c'est sûr qu'il s'amuse, tu vois. Mais est-ce que tu sais s'il y a des études peut-être, ou je sais pas, des choses qui ont été faites justement pour confirmer que par exemple, voilà, en jouant à des jeux à un certain âge, ça te permet, je sais pas, de peut-être développer des choses peut-être cognitives, je sais pas, ou des aptitudes quand tu grandis en fait que tu n'aurais peut-être pas eu, ou à un niveau peut-être inférieur si t'avais pas joué. Ah oui, complètement. En fait, il suffit que tu tapes dans Google « jeu bien fait » et là, t'as tout qui sort. Ah ouais? Ah oui, il y a tout qui sort. T'as les recherches qui ont été faites dessus, t'as des professionnels. Et même, il y a des professionnels de la santé, comme des orthophonistes, par exemple,
ou des psys, ou même pour travailler la motricité, qui utilisent le jeu en fait et le jouet. Et mais ça c'est il faut vraiment qu'on passe par ce jeu pour par rapport aux enfants et pour apporter en fait quelque chose ici. À mon avis, c'est primordial. Et oui, je t'invite à aller regarder sur internet. Il y a des milliers de choses qui ont été faites par rapport à ça, au jeu. D'ailleurs, du coup, j'invite tous les parents qui ont des enfants en bas âge ou voire plus, à aller consulter aussi ça, parce que je suis sûr qu'il y a sûrement des données hyper intéressantes là-dessus. Si on devait donc, je vais pas dire révolutionner, mais améliorer donc le système d'éducation à Madagascar, est-ce que tu as déjà réfléchi à un moyen peut-être de commencer? Bien sûr, je pense que les choses doivent peut-être se faire petit à petit, tu vois. Qu'est-ce qui devrait être fait et comment pour justement faire en sorte que dans le système d'éducation nationale, je dis bien parce que bon, dans le privé, je pense que c'est peut-être plus facile de mettre ça en place. Au niveau de l'éducation nationale publique, qu'est-ce qui devrait être fait pour faire en sorte que voilà, est-ce que c'est des discussions peut-être que tu as déjà eues, peut-être, je sais pas, avec des représentants du secteur, peut-être justement pour. Non, je suis intervenue déjà dans des écoles privées, mais pas encore dans des écoles publiques. Alors du coup, message. Oui. Donc message un peu au pouvoir public. Jouer, c'est vraiment quelque chose de primordial, surtout pour l'enfant. Et c'est écrit dans la Convention internationale de l'enfance, c'est que le jeu, en fait, est fondamental. Donc il faut vraiment insérer ça ici à Madagascar parce qu'il y a des choses à faire. Évidemment, moi, je reste ouverte pour les discussions, mais déjà commençons quelque chose, et puis on verra petit à petit. Mais voilà. Quand on parle de jeu, tu vois, généralement, on a quand même cette notion un peu de gagner ou de perdre. Tu vois. Comment est-ce que, par exemple, toi, quand tu partages des sociétés avec des enfants, comment tu leur expliques ce principe-là? Parce que généralement, un enfant qui perd, même un adulte, généralement, il est quand même un minimum frustré, tu vois, sur le coup. Comment est-ce que toi, tu amènes la discussion avec l'enfant pour que justement, tu vois, il se dise pas, j'ai perdu, allez, c'est fini pour moi les jeux de société parce que franchement j'aime pas le sentiment, les émotions que je ressens là, ça me convient pas du tout, tu vois. Est-ce que je me dis que c'est quelque chose avec lequel tu as déjà dû gérer, mais comment tu le fais justement? Déjà, un enfant, il aura du mal à décortiquer ses émotions. Tu vois, il aura du mal à dire ce que tu dis en disant ah là, mes émotions, là, j'arrive pas à les gérer. Juste crier. Voilà, il va pleurer ou il va faire la tête et ça se fait naturellement. C'est-à-dire que quand tu commences à jouer, déjà avant d'expliquer, quand tu expliques les règles du jeu depuis le début déjà, ça c'est une chose. Quand un enfant, il a toujours besoin d'être informé quand même de où on va et de comment ça va se passer un minimum. Tu sais, quand t'es en train de jouer avec un cousin, un copain, et que de suite il dit on s'en va, on y va. Et c'est pour ça qu'au départ, s'il connaît pas le jeu, en tout cas, il faut lui expliquer les règles. Il faut lui dire que celui qui gagne, c'est celui qui fait telle action. Et en général, on n'explique pas celui qui perd, on explique celui qui gagne, il fait telle action. Mais ils comprennent assez rapidement. Et c'est après, sur le moment, quand il y a un enfant qui perd ou que là, tu vois comment ça se passe. Tu vois, c'est pas quelque chose de calculé où dès le départ, tu vas essayer de travailler les émotions. Tiens, surtout quand tu perds, tu fais pas ça. Non, on va voir comment tu réagis. Je ne veux pas comment dire. Je veux que ça soit naturel en fait. Je veux que ton comportement soit naturel. Donc je ne vais pas te dire que voilà comment te comporter si jamais tu perds. Tu vois, c'est vraiment jouer, voir après. Oh non, j'ai perdu, j'aime pas ce jeu. Et là, tu échanges avec lui, tu dis, mais écoute, on peut rejouer si tu veux. Enfin, tu vois, il faut toujours... Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies affaire à des personnes, peu importe leur âge du coup, tu sais, qui sont dans l'obsession de la victoire et du coup, malgré le fait de perdre, par exemple, 40 fois, tu vois, sur le même jeu, tu vois, s'obstine à continuer. Là, ça s'est déjà arrivé de croiser des personnes comme ça à pied à l'heure ou... Non, ou alors elles savaient très bien se contrôler. Mais non, en général, ça se passe toujours bien. Alors oui, après, ils disent « Ah non, je suis frustrée, ça fait 3 fois que je joue et je perds, ça m'énerve. » Mais pas vraiment de grosses émotions qui deviennent négatives, du coup, par rapport à ça.
Et puis il y a une grande affiche chez Pilalo sur les règles du jeu. Je sais pas si tu t'en souviens, à l'entrée. Ouais, je crois. C'est derrière le comptoir. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle plus de quoi il y a écrit. Je me rappelle plus. C'est un peu les règles et voilà. Et c'est écrit. Et des fois, je m'en sers pour les enfants surtout, parce que ce qui est bien, c'est que les enfants, quand ils voient quelque chose d'écrit, quand il y a des règles, ils essaient quand même de les respecter. Tu vois. Donc quand tu dis voilà, ne pas tricher, ou ne pas trop crier, ou ranger tous ensemble. Parce que ranger tous ensemble aussi, ça fait partie un peu des règles du jeu. C'est un peu la vie en communauté aussi. Et voilà. Ah, c'est des choses auxquelles on pense pas, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a joué, effectivement, il faut ranger. Et c'est bien, en vrai, d'initier, surtout les enfants, je veux dire, parce que je pense qu'une fois que t'es adulte, je pense que tu comprends un minimum que quand tu prends un truc, il faut le remettre à sa place. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est vrai que ça doit être, c'est vraiment une bonne chose, je pense, de les responsabiliser comme ça, en fait, qu'ils comprennent que c'est bien de s'amuser, après, derrière, voilà, faut que ce soit quand même plutôt clean. Ok. Dis-moi, moi, je souhaitais savoir, aujourd'hui, tu es contente d'avoir pris cette décision, d'avoir ouvert Pilalo, ou des fois tu te dis être dans une structure où voilà, bon, je viens, je fais mon travail, puis après je pars, et on va dire ça s'arrête là, je pense plus trop au reste, tu vois. Ça te manque parfois? Parce qu'aujourd'hui, on disait tout à l'heure en off, mais t'es toute seule sur Pilalo? Oui, pour l'instant, c'est vrai que je suis toute seule. Ouais. Alors après, il y a toujours des hauts et des bas, je pense, dans la vie d'un entrepreneur. Surtout quand t'es toute seule et que tu dois gérer les choses. Mais il n'y a pas eu un moment encore pour l'instant où je me suis dit j'en ai marre, en fait, ça va pas bien se passer, donc j'en ai marre. Déjà, ça va pas bien se passer, ça, dans ma tête, il y a jamais de ça va pas bien se passer. Ah ouais. Ouais, j'essaie de toujours positiver. D'ailleurs, c'est un peu mon défaut aussi. Mon mari me dit que je suis trop enthousiaste tout le temps. Et c'est vrai, ça peut être un défaut. C'est vrai, j'ai une anecdote. Je te la partage. Yes. Du coup. Tu sais les petites cabanes chez Pilalo? Oui. Quand tu rentres, il y a une petite cabane. Il y a les tables en dessous. Ouais. La première fois que le menuisier l'a monté, j'étais trop contente, en fait, parce que c'était ce qui correspondait un peu au schéma que j'avais au départ, que j'avais dessiné. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais c'est trop beau, je suis trop contente. Et mon mari, il me dit, il voit les cabanes, parce qu'il s'y connaît un peu, il est dans le bâtiment et tout ça. C'est pas droit. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là où je te dis, trop enthousiaste, des fois, en fait, ça t'apporte pas que des bonnes choses. Mais après, j'essaye, oui, il y a des hauts et des bas, mais je me suis jamais dit, non, c'est un mauvais choix. Et moi, je vis beaucoup aussi le jour. C'est-à-dire que là, Pilalo démarre bien, je suis trop contente, c'est super, je vais l'emmener le plus haut possible où je veux. Mais on verra demain, on verra après-demain comment ça va se passer, en fait. Ah ouais, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est un truc auquel j'ai encore un peu de mal. Peut-être, Jojo me disait que je suis toujours en anticipation du lendemain. Effectivement, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on dit ça. Est-ce que aujourd'hui, donc, tu gères, t'es seule à gérer Pilalo, mais t'as des enfants aussi? Oui. T'es aussi, donc, tu es marié, tu as des enfants. Ta journée à toi, elle ressemble à quoi? Parce que généralement, quand on est entrepreneur, c'est vrai que, ok, bon, ton business, c'est vrai que il y a des heures d'ouverture, il y a une heure de fermeture, mais c'est pas parce que, par exemple, le local en soi n'est pas ouvert que ton travail s'arrête forcément. Tu vois, j'imagine, il y a toute la réflexion, faut faire un peu la compta, etc., etc. Faut penser à plein de trucs. C'est quoi les nouveaux jeux qu'on va acheter? C'est quoi les nouvelles offres qu'on va créer? Comment ça se manifeste dans ta vie, tout ça, toutes ces responsabilités? T'as déjà un planning, j'ai envie de dire, déjà bien défini, où tu te dis, allez, de telle heure à telle heure, tel jour, je bloque pour telle chose, à moins qu'il y ait 4 forces majeures, ça sera comme ça. Ou est-ce que, j'ai envie de dire, t'es un peu en roue libre, en freestyle, quoi, tu vois, ouais. Alors, c'est vrai que quand on a 4 enfants en roue libre, c'est bien aussi, mais il faut quand même un minimum, je pense, d'organisation. Et justement, quand j'ai eu cette idée-là, quand j'ai commencé à écrire un peu l'idée de Pilalo, au départ, déjà, c'était très clair que il fallait du temps pour mes enfants. Donc, comme j'ai déjà pensé aux horaires d'ouverture à l'époque, il y a quelques années, j'ai pensé à tout, et il fallait qu'il y ait des moments, en fait, où que je sois avec mes enfants. Il y ait des moments libres avec mes enfants. Donc ça, c'est primordial. Et ce qui fait que moi, mon planning, en fait, dans la semaine, il est aussi un peu organisé comme ça. Je peux aller les ramener à l'école. Je peux aller de temps en temps les récupérer. Il y a des moments où je suis avec eux. Et n'empêche qu'au départ, tu vois, Pilalo, c'était ouvert le dimanche, par exemple, toute la journée. Parce que moi, je travaille le week-end. C'était ouvert aussi le dimanche toute la journée. Et ça, j'ai ajusté.
Parce que là, j'ai vu que déjà le dimanche matin, il n'y a pas grand monde qui vient jouer. Hein. Aussi, il y a ça aussi. Mais surtout, maintenant, je profite de mon dimanche matin. Je suis fermée le dimanche matin parce que je profite avec les enfants aussi le dimanche matin. Il n'y a pas vraiment de planning semaine après semaine. Hop, à 10h avec les enfants, nanana. Mais dans le planning global, déjà, depuis Lalo, il y a déjà du temps où je suis avec les enfants, en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a jamais été un problème, en fait, ce temps passé avec les enfants. Parce que je vois qu'ils sont épanouis. En plus, tu le ressens. Tu vois, tu ressens quand tes enfants, ils sont pas bien. Tu ressens quand ils sont épanouis. Et là, je vois que les 4, voilà, c'est, ça va. Ouais. Et donc, je me dis que là, je suis sereine aussi, moi, dans mon travail. Et je peux faire quand même les choses sereinement. D'accord. Voilà. Et eux, justement, dans leur éducation, tu utilises souvent les jeux de société avec eux aussi, du coup, pour leur inculquer tous les bienfaits de ce que ça peut apporter. C'est vrai que dès qu'on peut, maman est là pour dire « Alors ?» On fait on a 300 références là. Quand je vois que, hop, ça fait trop longtemps qu'il est sur l'écran, parce que moi aussi, hein, j'ai des problèmes comme tout le monde avec les enfants et l'écran. C'est un vrai fléau, d'ailleurs. Et quand je vois que ça fait trop longtemps, à un moment donné, je dis stop et je sors un jeu. Et oui, ça, depuis qu'ils sont petits, on a toujours joué, pas énormément, hein, mais on a joué à des jeux de société. Et donc là, c'est ce que je fais, parce que comme j'ai des tout petits, elle a 6 ans, ça va jusqu'à 6 à 17 ans, tu vois, je vois déjà la panoplie, je vois la palette plutôt de ce qu'on peut avoir comme écran, comme durée d'écran, comme problème, comme tout ça. Donc, du coup, on essaye d'ajuster petit à petit avec les plus petits, quoi. Toi, personnellement, tu leur dis quoi? Tu leur dis, vous avez un temps donné par jour en fonction de l'âge, ou c'est en fonction, par exemple, des résultats scolaires que tu ajustes. Comment toi, tu as créé quel genre de relation entre l'écran, justement, et tes enfants? Bah, en fait, pareil, j'ajuste. On a tout essayé, on va dire. On a essayé la liberté d'écran un peu après l'école. On a vu que c'était pas bon. Que quand on essaie la liberté, il y avait trop. Quand tu donnes ça, voilà. Et on a essayé, allez, le mercredi après-midi. Non, ça va pas non plus. Tu vois, c'est toujours et c'est ça qui est vachement intéressant quand t'as des enfants. Et puis quand on a plusieurs, ce que tu fais avec le premier, en fait, tu vas pas forcément refaire la même chose avec le deuxième. Tu vas peut-être le tenter parce que tu vas te dire ah, je sais comment c'est. On va reproduire le même schéma, tac tac, et tu vois que en fait ça marche pas du tout. Et là tu ajustes, et avec le troisième et avec le quatrième, et tu vois, et c'est un exercice permanent en fait d'optimisation du temps. Et mais ça crée pas potentiellement une frustration entre les 4, puisque entre guillemets, vu qu'ils ont pas le même traitement, ou en tout cas l'approche est différente, ça arrive pas que des fois ils disent ouais, mais lui là, pourquoi tu tolères ça, alors que par exemple moi je suis obligé d'attendre, par exemple la semaine prochaine, je dis n'importe quoi, tu vois. Ça arrive ça arrive parce que là du coup on a un ado à la maison, parce que notre aîné il est parti déjà étudier à l'étranger, et on a l'ado à la maison et les petits derrière. Donc c'est sûr que on lui explique qu'il a pas le même âge que toi. On lui dit mais toi quand tu seras ado, tu verras, ne t'inquiète pas. Voilà, parce qu'il y a quand même une différence d'âge, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le même âge et qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et voilà, il faut expliquer. Ah oui, il faut des explications bien justifiées. Bien justifiées, ouais, parce que si tu sors ça quelque peut chose, vite. Tu préfères lui à moi. Exactement. Ouais. Ok. Et justement, est-ce que tu as déjà pensé à justement proposer tes services, les services de Pilalo au niveau des écoles privées, pour ceux qui sont en bas âge, donc dans le système francophone, ça peut-être, je sais pas, jusqu'à la CM2 peut-être, ou CE2, je sais pas. Tu as déjà pensé, ou tu le fais déjà peut-être Oui, je le fais déjà. Je suis déjà allée animer des ateliers jeux à l'école pour les petits, et il y a déjà des classes des collégiens qui sont venus aussi, des classes de collégiens qui sont venus jouer chez Pilalo. C'était une classe d'anglais. Tu vois, donc il a fallu trouver en fait des jeux pour qu'ils s'expriment en anglais. Et c'est ça qui est vachement intéressant en fait, c'est que avec tous les jeux qu'il y a, t'as plusieurs façons de l'amener, tu vois. Et c'est ça la réflexion, il faut de la créativité. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de limite de ta créativité. Tu peux vraiment en faire tout ce que tu veux. Ces jeux-là,
bon, au début, j'imagine que t'avais pas les 300 références quand t'as commencé. Imaginons que t'en avais une centaine. C'est comment t'es venu de France avec 5 cartons du coup de Non. jeux remplis de jeux de société ou Non, quand on a fait le déménagement il y a 2 ans, ok. il y avait un bateau, il y avait Ok, un oui, container ok. énorme. Oui, Donc on a ok. emmené effectivement Ouais. une partie des jeux, mais il y a une grande partie que j'ai acheté ici sur place. Est-ce que tu as alors moi j'ai rencontré une femme qui a lancé un jeu de société. Malheureusement là tout de suite j'ai oublié La le Mac nom ou- du jeu de société. non Ouais, je C'est crois pas que le jeu malgache. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a est-ce que par exemple c'est des jeux qui sont dispo chez toi? Est-ce que toi par exemple tu as envie de mettre en avant justement ces jeux qui sont créés alors soit par des malgaches, soit des jeux qui sont en lien avec Madagascar? Est-ce que ça c'est quelque chose qui oui, ça te parle un petit peu quand même Ah oui, Ouais. c'était très important même Ouais. qu'on ait des jeux déjà traditionnels Mhm. malgaches sur place, que en plus ce genre de jeu créé par des malgaches soit présent chez Pilalau. C'était important. Donc effectivement, il y a des jeux, celui-là dont tu m'en as parlé, et il y en a d'autres aussi. Il y a des jeux de cartes, mais après le système on les connaît, c'est comme des memories. Des systèmes de memory, où je crois qu'il y a la bataille aussi, il me semble, mais avec des images malgaches. Donc ça, c'est vachement important. Et j'ai rencontré justement des gens qui faisaient ça au salon des jeux de société à l'Alliance française, qui se passe une fois par an, au mois d'août. Ah ouais, Ouais. tu fais quoi Il y a un salon des jeux de société. Ouais. Ok. Où pendant 2 semaines, en fait, t'as les acteurs des jeux de société qui sont... t'as par exemple les Scrabbleurs. Il y a une association de Scrabbleurs, des échecs. La ligue, il y a une ligue d'échecs. Et ils se retrouvent tous là-bas, en fait, pendant 2 semaines. D'accord. Et c'est là-bas où tu peux rencontrer les acteurs. Et c'est là-bas où j'ai découvert aussi ces jeux de cartes avec des symboles malgaches. Et là, pour moi, c'était évident. J'ai rencontré la personne qui le faisait. Quand il m'a demandé, est-ce que tu veux des échantillons chez Pilalo? Est-ce que c'est une question qu'il faut me poser? Au revoir. Et il faudrait un Monopoly, d'ailleurs. Mais je crois qu'on m'a dit que ça existait peut-être déjà avec les rues. Alors, oui, je crois que ça existe. Alors, bon, moi, je me rappelle avec des amis, ils avaient fait une version DIY. Vous avez eux-mêmes nommé les rues et adapté certaines cartes. Mais ouais, ça peut être un vrai truc. Je sais pas, il faudra vérifier si jamais ça existe déjà ou pas de manière plus ou moins officielle, quoi. Je veux dire que quelqu'un a vraiment fait un truc. Ça serait une très bonne idée. J'avoue, ça peut être pas mal. Regarde. L'avantage, c'est que, bon, quasi tous ceux qui ont joué au moins une fois au jeu de société dans leur vie ont probablement touché au Monopoly, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça peut être un bon délire. Mais là, j'avais vu une vidéo sur YouTube. C'était un YouTuber aux États-Unis. Il avait fait un énorme plateau de Monopoly, c'était genre du 10 mètres sur 10 mètres, je crois, un truc comme ça. En fait, les pions, c'était littéralement les gens, en fait, les joueurs. Tu venais en qui vélo, se déplaçaient sur ils se déplaçaient sur les cases et tout. Je crois qu'ils lançaient des gros dés, là, où je sais pas comment ça se passait. Mais ouais, ça peut être sympa, Tu imagines les cartes malchance qu'il pourrait y avoir en Monopoly malgache? Et les cartes chance aussi. Et les cartes chance aussi, ouais. Ouais, j'arrive j'ai quelques trucs en tête, là. qui va être pas mal, ouais. Alors, on est déjà sur la fin de on approche de la fin de notre discussion. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses plutôt qu'il faudrait pas justement toujours dans l'optique un peu, tu vois, d'améliorer l'éducation publique nationale, enfin l'éducation nationale, surtout dans le domaine du public, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui me parle, et je pense que l'éducation, c'est vraiment, si ce n'est pas la base, en tout cas, c'est vraiment l'une des bases qui va faire que on aura une population plus épanouie à terme, et donc plus globalement à l'échelle nationale, oui, c'est sûr que ça pourra avoir des impacts positifs. Est-ce que tu penses pas, par exemple, qu'il faudrait, tu sais, genre organiser justement directement prendre contact avec les responsables, ou tu sais, même au niveau des bailleurs de fonds, par exemple, tu vois, qui ont sur beaucoup de programmes qui rentrent dans le cadre de l'éducation, tu vois, prendre contact avec eux, tu vois, et peut-être leur dire, écoutez, je vous propose, tentons ça, et puis voyons après comment on peut scaler après la solution, parce que c'est que si on veut impacter
tous les enfants qui vont à l'école, c'est sûr qu'il faudrait qu'au moins dans chaque école, du coup, il y ait au moins un jeu, du coup, pour qu'ils puissent bien sûr y jouer. Est-ce que toi, t'as pas envie de penser à cette voie-là, tu vois, peut-être pour pousser encore le truc plus loin, parce que tu fais déjà au niveau de l'orphelinat, tu vois, mais vraiment pour tenter le truc, quoi, tu vois, et peut-être tu seras la personne qui aura emmené des jeux de société dans le quotidien de millions d'enfants, tu vois, ça peut être incroyable. Oui. Alors, si tu as regardé mes posts LinkedIn, c'est vrai que certains sont déjà des appels. Ouais. Et voilà, et des choses que j'ai déjà réitérées dans certains posts. Voilà, il faut faire quelque chose. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Il ne se passe rien pour l'instant. Mais effectivement, pourquoi pas enclencher la vitesse supérieure et y aller tout simplement. Moi, je vais te donner un exemple. Alors du coup, c'est pas pour les enfants, mais je suis tout à fait d'accord et je suis convaincue par rapport à ça. C'était les personnes âgées. Tu vois, je suis allée faire jouer les personnes âgées dans un ONG, Madagascar Alzheimer. Parce que toi, tu parlais de bailleurs de fonds. Et du coup, c'était super. Il y a tellement, voilà, il y a tellement de choses à faire. Quand tu vois les yeux des personnes âgées jouer, en fait, tu te dis que et les enfants, c'est pareil. Il faut que je plonge et que j'y aille parce qu'a priori les appels ne fonctionnent pas. Non, mais j'espère que notre discussion aujourd'hui vraiment arrivera aux oreilles de personnes, voilà, qui se sentent touchées par ces histoires-là et qui souhaitent vraiment s'investir dans cette aventure-là, vraiment. C'est tout ce que je souhaite. Parce que c'est un réel apprentissage, hein, le jeu. Et tu apprends la vie en société aussi. Tu apprends à jouer avec les autres. Tu apprends à ne pas tricher. Il y a tellement de choses que c'est vraiment puissant. Donc, il faut vraiment faire quelque chose avec le jeu. Et avec plaisir, hein, pour en discuter. Écoute, ça arrive vraiment. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Merci pour tout ce que tu fais déjà, du coup, soit pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de découvrir le jeu avant qu'ils te rencontrent. Et je souhaite vraiment que tous les projets que tu souhaites entreprendre dans le cadre de Pialo, peut-être d'autres projets, puissent du coup se réaliser. Merci énormément Axel et encore bravo pour ton podcast parce que ce que j'ai ressenti tout de suite c'était ces ondes positives en fait que tu avais et que justement tes invités partageaient avec toi et par rapport à tes questions aussi donc continue, c'est super. Merci.